centre funéraire Châteaudun, où l'essentiel est invisible. Diamond et sa collection Caprice, Centre-Ville Trois-Rivières. Nos verres sont déjà verts et ils vous attendent avec impatience. Le club de golf Sorel-Tracy Les Dunes est déjà prêt à recevoir les mordus du golf. Vous avez des fourmis dans les jambes? Alors astiquez vos bâtons, appelez vos amis et amenez-vous au club de golf Sorel-Tracy Les Dunes pour l'ouverture officielle le mercredi 5 avril. Préparez-vous à vivre toute une saison de golf au club de golf Sorel-Tracy Les Dunes, 12 000 Chemin Saint-Roch à Tracy. Réservez maintenant au 514-742-4444. Notre équipe a bien hâte de vous revoir. Pas qu'en Israël, où les pressions se font de plus en plus grandes sur le processus de paix. Nous en parlons donc ce matin. Nous sommes en pleine semaine de réflexion sur le virage proposé par Lucien Bouchard. Que restera-t-il donc de ce coup d'éclat? Radio-Québec révise son mandat. J'en parle avec son nouveau président, Jean Fortier. Et comment allons-nous... Une nuée assourdissante dans le ciel du village encore endormi. Le lac Saint-Pierre vient tout juste de sortir de l'hiver. La plaine inondable qui l'entoure n'est pas encore praticable pour l'agriculture, mais déjà les oies s'y retrouvent en grand nombre. Elles refont ici pendant 2 à 3 semaines les forces nécessaires pour la deuxième partie de la migration vers le nord. Cette plaine inondable, cette riche plaine d'alluvions est devenue en quelques années à peine la plus importante halte migratoire printanière pour la sauvagerie dans l'Amérique du Nord. Le printemps venu au Québec, l'une des premières étendues d'eau libre de glace est le lac Saint-Pierre, un vaste renflement du Saint-Laurent en amont de Trois-Rivières. Peu profond, vite réchauffé, sa crue envahit aisément le pourtour au dégel. En bordure de la zone de débordement, sur la rive sud, un petit village, Baie-du-Fèvre, une communauté agricole tranquille et faiblement peuplée. Mais le décompte des visiteurs printaniers est beaucoup plus difficile à faire. Car la halte migratoire au pied du village, utilisée depuis toujours par les bernaches, l'est aussi depuis peu par les grandes oies blanches, la plus prolifique des oies canadiennes. Elles étaient 300 tout au plus il y a une quinzaine d'années, à travers quelques milliers de canards et d'outardes. Il y en avait près de 300 000 la semaine dernière. Un phénomène tout neuf, une véritable curiosité, pour les gens de la place d'abord, qui, en maugréant parfois un brin, apprennent à composer avec l'envahisseuse. Surtout, ils peinturent nos maisons le matin, c'est ça qui est... C'est quand ça là, moi, je reste juste en arrière de ça. Puis quand ils offrent de tout ensemble des 10-15 000 là, pour monter au camp, ils beurrent les chars, puis ils beurrent les maisons avec... ils font le besoin en passant. Il faut quasiment pas le stade de haut parce qu'on se fait... Il faut rentrer dans la maison avec nous autres. De toutes les oies, la blanche est celle qui effectue la plus longue migration. Des milliers de kilomètres coupés par une seule pause à mi-trajet. Une halte d'importance capitale avant l'envol en large groupe vers les lacs encore gelés du Grand Nord. Un parcours réglé à l'heure près, un éblouissant synchronisme rarement déjoué. Repos et ripailles, nuit et jour, voilà l'agenda de nos oies pour les prochaines semaines. La nuit, elles se rassemblent dans la sécurité des champs inondés. Le jour, la plupart s'envolent vers les hautes terres de l'intérieur. Elles vont y récolter les miettes abandonnées lors des moissons de céréales de l'automne précédent. Des expéditions parfois lointaines, des allers-retours de plus de 100 km sont fréquents. Malgré cette dépense d'énergie, on observe des gains rapides de poids de 25 à 40%. Cette superbe halte migratoire, ce joyau du patrimoine faunique, a bien failli être détruit, ou en tout cas considérablement réduit, il y a une dizaine d'années. C'était au plus fort de l'affrontement entre agriculteurs et conservationnistes. À ce moment-là, les producteurs de maïs de la région surtout caressaient le projet d'un vaste réseau de digues qui aurait très tôt en saison complètement asséché la plaine de débordement. Depuis, on a oublié les anciens conflits d'utilisation tant chacun est occupé à compter la manne de la nouvelle industrie saisonnière de l'observation. Au début des années 80, en dépit de l'opposition des ministères de l'Environnement et du MLCP d'alors, certaines digues furent quand même érigées par des agriculteurs pressés. Ce fut le temps fort de l'affrontement.
Les écologistes voulaient sauvegarder les frayères, les agriculteurs assécher leurs champs. Les producteurs, aidés toujours de la Fédération des PN Nicolette, on a bien l'intention de faire tout de même un endiguement. Finalement, quelques années plus tard, les digues qu'on a d'abord voulu interdire seront construites, nombreuses. Sauf qu'elles ne serviront plus qu'aux seuls agriculteurs. Un circuit de pompes aspirantes et foulantes sert maintenant divers usages. Selon la situation, les pompes rejettent au fleuve ou au contraire y puisent l'eau nécessaire au maintien d'un niveau optimal pour le barbotage de la sauvagine. On était un peu sceptiques au projet comme tel, parce qu'on n'avait pas vraiment vécu ces genres de situation. Pour des agriculteurs comme Claude Lemire, l'idée que les aménagements fauniques puissent aussi servir leurs intérêts semble un peu déconcertante au départ. Mais le projet fait tranquillement son chemin. La résistance a surtout été emportée par la médiation d'un organisme régional nommé Sarcelles. Les agriculteurs auraient aimé évidemment le récupérer uniquement pour l'agriculture, mais petit à petit, ils ont accepté qu'il y ait une gestion intégrée du territoire. Ils disent, on va laisser des parties inondées un petit peu plus longtemps, puis etc. Finalement, OK, on embarque. Les agriculteurs locaux ont fait un compromis, mais les avantages retirés semblent grands. D'abord le rassemblement des oies, une manne qui en attire une autre, les touristes, et surtout, on leur a procuré les outils d'un précieux contrôle de l'eau. Avant ça, l'eau restait trop longtemps, puis ça faisait un limon sur le terrain, puis c'était quand même très dur à préparer le sol pour des bons semis. Maintenant qu'on a un contrôle sur l'eau reste moins longtemps, puis le terrain se prépare mieux. Donc, c'est un avantage quand même. Autre illustration du rapprochement réalisé entre points de vue hier encore inconciliables, le travail de cet homme, Bernard Filion, biologiste, mais d'abord agronome, à l'emploi de canards illimités. Il nous explique ici comment digues et pompes peuvent améliorer, en le régularisant, un phénomène naturel. Parce que le fleuve, il vient en crue, mais pas nécessairement avec la migration des oiseaux. À voir les oies se grouper en rangs denses au-dessus des bandes de terrain légèrement surélevées, on devine combien la question du niveau d'eau est importante. C'est vraiment un objectif de régularisation du niveau de l'eau, de façon à maintenir un niveau peu profond, on peut varier de 10 à 30 cm, donc rendre accessible la nourriture, parce que les oiseaux, leur critère, c'est la longueur du cou, qui peuvent avoir accès en profondeur ou simplement... La paresse, hein? Ou l'efficacité? Oui, si on veut. On se déplace en nageant, on a accessible à la nourriture, on a accès à la nourriture, et également marcher sur la terre ferme, parce que ce sont des oiseaux qui broutent également les herbes. La halte migratoire de Baie-du-Fèvre, connue tout juste de quelques initiés il y a une quinzaine d'années, est devenue une véritable attraction nationale. Un tronçon de quelques kilomètres de la route 132 devient, durant les fins de semaine d'avril et mai, tout à fait impraticable. 30 000 visiteurs l'an passé, des retombées de plus d'1 million pour la région. L'ancienne nuisance est devenue littéralement une bénédiction du ciel. Mais il n'y en a pas que pour les oies. L'amélioration de l'agriculture en pleine inondable fait partie des projets. Une étude compare présentement les mérites de diverses façons culturales dans les champs céréaliers et fourragers. Objectif, mieux alimenter les oies tout en réduisant l'érosion. Mais quand on pense régionalement ou provincialement, ces projets-là vont être précurseurs d'approche globale avec la communauté agricole, de façon à pouvoir utiliser ces sites-là comme démonstration ailleurs pour permettre d'avoir des pratiques agricoles favorables à cette population-là. Loi des neiges semble en pleine explosion démographique, mais cela pourrait fondre comme neige rapidement. Les populations nordiques sont fragiles. Toutefois, ces aménagements, combinés à l'opportunisme des oies, nous assureront peut-être de leur présence pour longtemps. Pendant que les grandes oies des neiges font leur réserve avant de reprendre leur vol vers le nord pour aller nidifier, les papillons monarques ont quitté le Mexique.
entre la grosse herbe.
Vos verres sont déjà verts et ils vous attendent avec impatience. Le club de golf Sorel-Tracy Les Dunes est déjà prêt à recevoir les mordus du golf. Vous avez des fourmis dans les jambes? Alors astiquez vos bâtons, appelez vos amis et amenez-vous au club de golf Sorel-Tracy Les Dunes pour l'ouverture officielle le mercredi 5 avril. Préparez-vous à vivre toute une saison. Ils sont massés sur la place Saint-Pierre pour entendre le traditionnel message de Pâques du pape. Le Saint-Père a lancé un appel aux opprimés, les invitant à renoncer aux armes et à suivre la voie du dialogue. En Cisjordanie, maintenant, des soldats israéliens ont abattu 3 militants palestiniens à Hébron. Il s'agirait de membres du mouvement de résistance islamique Hamas, recherchés pour des attentats anti-israéliens. Et au Québec, le prochain budget doit être présenté au cours des semaines qui viennent. Le ministre des Finances, Jean Campeau, n'a pas encore annoncé la date exacte. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h. Au revoir. Je vous donne tout de suite la réponse à notre concours de la phrase mystère de la semaine dernière. Cette phrase était tirée de La plage noire de François Maspero. Alors aujourd'hui, à notre émission, une belle tablée à 90% masculine. Nous accueillons Mathieu Robert-Sauvé qui publie une biographie de Joseph Casavant chez XYZ. Franco Nuovo a lu Cinéma oblige, Sans portrait, sans retouche, d'un journaliste qui s'appelle François Chalet. Le livre est publié chez Hachette. Jacques Languirand, notre deuxième chroniqueur, a lu Le monde de Sophie de Josten Garder, publié au Seuil. C'est une révolution en ce moment dans le monde entier, un essai sur la philosophie qui s'adresse à un public de jeunes qui, semble-t-il, est absolument fascinant. Jean Fugère, lui, a lu un livre de Rachel Leclerc. C'est son premier roman à Rachel Leclerc. Le livre s'intitule Noces de sable. Il est publié chez Boréal. Et le livre de discussion, c'est La force du bouddhisme. Ce livre-là, c'est un entretien entre le Dalai Lama et Jean-Claude Carrière, scénariste de cinéma fort connu, qui a scénarisé une grande quantité des films de Buñuel, entre autres, un talent exceptionnel. Maintenant, ce livre-là est publié chez Robert Laffont et le livre de Jean Fugère, son choix cette semaine, c'est Un festin en paroles de Jean-François Revel. Avais-tu faim quand tu as commencé à lire ce livre-là? Oui, quand j'ai terminé, j'avais encore faim. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, Un festin en paroles. Jean-François Revel, évidemment, c'est un essayiste français qui était journaliste aussi, très connu pour ses essais à tendance et à caractère politico-philosophique, c'est-à-dire qu'il fait toujours des liens, lui, entre la politique et la philosophie. Il a écrit un livre en 1970 qui s'appelle Ni Marx ni Jésus, qui est un essai absolument remarquable. Il y a déjà, je crois, 25 ou 26 essais à son actif. Alors, il n'est pas allé de la dernière pluie, et l'été, pour se reposer, il écrit et il se penche sur les ouvrages gastronomiques. Alors là, il a décidé, en regardant tous ces ouvrages-là, d'écrire un peu une histoire de la gastronomie, mais une histoire de la sensibilité gastronomique. C'est ça qui est important. Alors, il y a des tendances en histoire. Il y en a une qui veut qu'on soit très objectif quand on parle des faits, les guerres, les faits, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a une autre tendance, de plus en plus au 20e siècle, qui veut que l'on se penche sur la sensibilité d'une époque. On aille voir les mœurs. C'est toute la question de Fernand Braudel, bon, etc. Et lui va tout à fait dans ce courant-là. Ce qu'il a voulu savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait sur la table des Grecs et des Romains, qu'est-ce qu'on mangeait, pourquoi on mangeait ça, qu'est-ce qu'il y avait sur la table des gens du Moyen-Âge, de la Renaissance, et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est la question qu'il s'est posée. Et pour répondre à cette question-là, il est allé plonger dans des livres. Alors, il est allé chez les auteurs, chez les grands auteurs grecs, alors Platon, Socrate, Athénée, mais aussi chez Shakespeare. Il était visité même Alexandre Dumas jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les grands auteurs sont là. Et aussi les contes de fées. Il est allé visiter les contes de fées. Et évidemment, les cuisiniers pour voir quelles étaient les recettes et comment on voyait la conception d'une recette à l'époque. Alors ça, il est parti de là et il commence dans un chapitre qui est absolument remarquable à parler de l'Antiquité. Alors là, on apprend des choses étonnantes. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé qu'est-ce que les Grecs mangeaient pour déjeuner. Demandez à Charles. Des figues au moins. Non, même pas. On est déjà très élaboré. Alors, les Grecs mangeaient du pain trempé dans du vin.
C'était ça le déjeuner. Et le verre de vin était du vin pas coupé d'eau, alors que pendant tout le reste de la journée, c'était coupé d'eau. Mais ça, au moment où ils commençaient leur journée, c'était le verre de vin avec le morceau de pain et ça partait. De bon pied. De bon pied, bon pied, voilà. Et on apprend des choses étonnantes, que c'était des très bons charcutiers, les Grecs, entre autres. Alors, ils faisaient des jambonneaux, des galantines, des andouillettes. Et ils mangeaient aussi, pour votre information, des tétines de truie et de la vulve de truie aussi. C'était, paraît-il, très, très prisé. Beaucoup de gibier. Et alors là, du côté des oiseaux, l'oiseau préféré, c'était la grive. Et on trouvait aussi des perroquets, des autruches, des flamands et des grues. Pendant l'Antiquité, on mangeait ça. On apprend par le même coup qu'il y avait des autruches en Grèce et en Italie. Voilà, exactement. Moi aussi, je l'ignorais. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il fait des liens très, très exquis entre la grosseur, par exemple, la façon dont on découpait les viandes. Alors, c'était toujours des très petits morceaux. Il y a lu ça quelque part. Et pourquoi? Pourquoi c'était des petits morceaux? Parce que les gens mangeaient couchés, évidemment. Alors, ils allaient chercher, il n'y avait pas d'ustensile. Alors, évidemment, on plongeait la main. Mais s'il y avait un gros morceau, il aurait fallu se battre, se lever. Alors que là, on était très, très bien, très relax quand on mangeait ces petits morceaux-là. Alors, il y a plein d'informations de cet ordre-là qui sont terriblement amusantes. On a envie de connaître ces choses-là. Et il y a une vague de fond, quand même. Il y a comme une théorie à travers ce livre-là, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'est-ce qui faisait la différence culinaire entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Et là, il nous dit, si on ouvre, par exemple, une marmite dans l'Antiquité, ce qu'on va sentir, c'est évidemment des odeurs de chair ou de poisson, mais qui vont être étouffées sous une infinité d'épices. Alors là, les épices à l'époque, c'est absolument incroyable. Alors, il nous dit, par exemple, dans une chaumière... Une sorte de secte partout à l'étranger, quand même. Même au Japon. Hein. Au Japon, dans un centre d'achat, il y a un Old Casavan. Eh bien! Alors maintenant, dans un tout autre ordre d'idées, sans portrait, sans retouche. Ce sont des vedettes du cinéma, tant les réalisateurs que les comédiens et les comédiennes. Et l'auteur, c'est François Chalais. François Chalais, c'est un journaliste qui s'est consacré, Franco, surtout au domaine de la télévision. Ben, surtout au cinéma, en fait. Il s'est toujours intéressé au cinéma. Il a beaucoup travaillé à la télévision parce qu'il a été producteur. Oh, fatigué! Ah, c'est ça! Ouais! Attention, c'est qui? Vas-y, attention! Parlez-moi plus, là, vous, là, je vous entends pas! Attention! Shoot! Oh, ça a porté proche! Shoot encore! Ginette Morier, c'est mon fils qui vient de côté, je suis agent immobilière chez Remax. Venez, prenez-en. Venez, prenez-en. Hey, vous venez de Montréal-Nord, vous autres? C'est plat perdre! Oh, mon Dieu. Voyons, il est où, là? C'est qui? Qu'est-ce que tu fais sur le banc? Coach! C'est qui? Embarque sa glace. J'ai dit embarque sa glace. Maman, elle veut, elle. Oui. Pardon? Me la fermer. Oh, mais fermez-vous-la vous aussi, monsieur l'arbitre. Tu vaux rien, Chris. Excusez. Vierge! Expulsé? Oh, m'expulserai moi-même. Viens t'assigner, on s'en va. Puis arrête de broyer, j'ai dit, ça fait de la buée dans ta visière. De toute façon, faut qu'il ait pratiqué son violon. Il donne un petit concert demain. Guy, va à l'auto. Maman a quelque chose à dire au monsieur. Tremblay! Ah! Avez-vous remarqué qu'ils prennent souvent des célébrités pour annoncer les autos à la télé? En fait, je pense que moins ils ont confiance en leurs produits, plus ils ont besoin de la grande star avec les grandes jambes. Mais ceux qui croient vraiment en leur auto, ils ont juste besoin d'une petite star. Mais avec une grande intelligence. La nouvelle Firefly redessinée, tout ce qu'il vous faut pour 199 $ par mois chez votre concessionnaire Pontiac. Chacun ses priorités. La vie ici, c'est parfois d'un ennui. Mais là, j'ai découvert que le Philadelphia a 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. 60% de moins.
Alors je peux m'offrir ce petit plaisir. Ciel, c'est le paradis. Ça reste entre nous. Le fromage à la crème Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Divin au diable. Connaissez-vous la nouvelle? Je suis fiancée, je vais me marier. Et oui, le 21 avril à 19h, Via Rail vous présente une comédie qui pourra vous mener loin. Le père de la Marie. Oh, tu imagines. Participez en regardant la SRC et courez la chance de gagner 3 voyages en train pour 2 personnes à travers le Canada. Faites un petit tour. Amusez-vous. Et qui sait, vous serez peut-être l'une des 3 personnes chanceuses dont le nom apparaîtra à la fin du film. Rien ne peut me faire plus plaisir. Un rendez-vous de Via Rail qui pourra vous mener. La cour est ouverte. Votre Saint-Jury, nous avons devant nous un cas patent de racolage. Votre déshonneur, j'aimerais que cette cause soit jugée dans les règles. Ça serait effectivement jugé dans Jeudi, les vendredi, règles. samedi sur le mail des Galeries du Cap, assistez à Caution Prison, un spectacle bénéfice au profit de la Société canadienne du cancer. Plusieurs personnalités de la région ont accepté d'y participer. Acceptez-vous de les cautionner jeudi, vendredi et samedi sur le mail des Galeries du Cap. Bien pensé, les Galeries du Cap. Allô, mon chéri? Je t'ai pas attendu avec ton vieux divan. Je suis chez Meubles Sélection. Le choix est superbe. Écoute, on peut composer notre décor, tout habillé à notre goût. Et il faut que tu vois les prix. Les matelas Simmons anniversaire sont à moitié prix. Ils ont des cuisinières Inglis avec dessus en céramique à 849 $. Les fauteuils inclinables Elran sont pour toi, mon chéri. En plus, il n'y a pas de TPS où on ne paye qu'à 96. Je t'attends, mon chéri. Et jette ton vieux divan. Meubles Sélection Boisvert de Shawinigan et Meubles Sélection Lafrenière de Masquinongé. Après le tour du monde, le bilan de la course. Cette semaine, Brunhilde et les scènes de la vie d'ailleurs qui l'ont touché. Hugo, l'intrépide, l'aventurier, au regard aussi neuf qu'éloquent. Revivez les hauts et les bas de leur course, jeudi 20h. Enfin, le baseball est de retour. Suivez le premier match de la saison entre les Expos de Montréal et les Pirates de Pittsburgh au baseball Labatt 50 des Expos le 26 avril. Vous êtes humoriste? Ouais, ben jongleur, là. Ça vous tente pas de me faire une petite démonstration? Ben, c'est parce que je suis pas ben bon, là. Bon, c'est pas grave, ça. Ah, OK, d'abord. 1, 2, 3, go! Excusez, je vous avais dit que j'étais pas ben bon, hein. Je suis bien meilleur avec des couteaux, par exemple. Faut que j'aille, ma gars. Ben voyons, C'est fini. Il vient de me laisser tomber. Je t'en pleine peine d'amour. Ça fait 2 heures que je mange plus et que je dors plus. Pourtant, j'avais dit qu'il m'aimerait toujours. J'avais dit qu'il laisserait sa femme pour moi, qu'il me ferait des enfants, un cabanon. Ils savent juste nous blesser, les hommes. Ils sont tous pareils. Ils nous blessent, nous les femmes. Puis quand ils s'aperçoivent qu'ils nous ont fait de la peine, ils pensent pouvoir s'excuser en nous offrant des fleurs, des bijoux ou du chocolat. J'ai crise de chocolat. J'étais mannequin, moi, avant. Ah, regardez ce qu'il a fait de mon corps avec son crise de chocolat. J'ai déjà été Miss Bikini. Là, j'ai de l'air de Miss Piscine hors terre. J'ai tout fait pour ce homme-là. J'ai suivi des cours de maintien, des cours de diction. C'est très difficile. Faut se mettre un crayon dans la bouche puis répéter les robes l'artificielles, son caisse, son pas de caisse. Je sais dessus, moi, madame la chasseuse. Il vient de me laisser tomber parce que je répondais plus à ses exigences sexuelles. C'est pas contorsionniste, moi, Gris.
C'est une petite fortune de chiro pour me faire remplacer le dos. C'est allé de faire l'amour sur la céramique de la salle de bain, sur le coin d'un comptoir ou sur le dessus du frigidaire. Un gel, moi, là-dessus. Puis là, le dernier fantasme de monsieur, c'était de faire l'amour à son bureau de sa photocopieuse. Mais j'ai me coûté 30 piastres de photocopie. Il vient de me laisser. Mais c'est chez moi. C'est en train de manger son chocolat de la veille. Ça sonne. Je vais répondre. Ah, c'est toi? Un crise de tortole collé après mon partiel. Ben, rentre, reste pas là. Ben, rentre, reste pas là. Il me regarde avec ses yeux de veau perdus, puis il me dit, Priscilla, c'est fini, nous deux, je te quitte. Je m'excuse. Il me donne une boîte. De qui next, franchement? Mais je la regarde dans ses yeux de veau, puis j'ai dit, t'as pas besoin de me faire ça? Je peux pas me faire ça à moi, je peux pas me laisser comme ça. Va-t'en! Va-t'en, je veux plus te voir! Non! Va-t'en pas! Non! Mais il est parti! Il me traînait de même jusqu'à son char! Au deuxième stop, j'ai lancé le bumper! J'avais fait 2 grosses mailles dans mes genoux! J'étais tellement déprimé, j'ai pensé au suicide! Mais je me suis dit, Priscilla, t'es trop jeune pour mourir, mais si trop belle pour vivre. Je t'avertis, si tu reviens pas, je vais me venger. Je suis capable de n'importe quoi. Si tu reviens pas, je vais faire l'amour avec le premier du bar. Non, le deuxième. De toute façon, des hommes, je peux en avoir comme ça en claquant des doigts. Ils ont maudite merde. Hein, bon. Tadam! C'est ça, sacrément, c'est moi qui a fait venir ça? Voyons, Priscilla, moi je suis là pour répondre à tes moindres besoins. Justement, j'avais besoin de rire. T'apportes de ça, tu es ici, oui. L'homme de tes rêves. C'est ça qui arrive quand on mange avant de se coucher. Alors, c'est la fin du show de l'École nationale de l'humour. Au nom de tous les participants, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Action. C'est une pas pire joke, là, mais... Hey, tu sais que Xavier s'est fait mettre à la porte de l'école? Ah ouais? Comment ça? Ben, il paraît qu'il achetait ses gags à Dominique Lévesque qui est caché dans le cadre. Regarde. Alors, bienvenue à l'École nationale de l'humour. Oh. Voyons. Moi, je suis pas à poignée, non? La gang de tabac. Hey, excuse, je voudrais voir la directrice de l'école de comédie. Ah, écoute, je suis un mime, là, je suis pas aveugle. Non, je veux juste voir la directrice de l'école de comédie. Sais-tu c'est qui? Ben, je sais pas, peux-tu me trouver? On va voir au deuxième. Je sais pas c'est où le deuxième, je sais même pas à quelle étage on est. C'est qui, toi? Un épais. Ah, OK. Je te reconnais. OK. Tu m'as passé ta vite un moment donné. Ah ouais, tiens, là. OK. On va aller prendre un café. OK, vas-y. Oh non. Je l'ai brisé! Ici Radio-Canada.
En avril, ne manquez pas le bateau chez Formule Pontiac Buick. Profitez-en, c'est en plein temps de procurer la Sunfire 1995 avec aileron arrière à seulement 12 995 $. Ne manquez pas le bateau chez Formule Pontiac Buick, rue Saint-Olivier, Trois-Rivières. La vie ici, c'est parfois d'un ennui. Mais là, j'ai découvert que le Philadelphia a 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. 60%. Alors je peux m'offrir ce petit plaisir. Ciel, c'est le paradis. Ça reste entre nous. Le fromage à la crème Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Divin au diable. Jus réfrigéré non fait de concentré, Oasis Collection Premium. Orange ou pomme, du soleil à chaque gorgée. Un phénomène extraordinaire se déroule en ce moment près de chez vous. Métag fait la TPS sur des ensembles sélectionnés de laveuses sécheuses Métag et sur les laveuses Métag à super capacité. Métag fait aussi la TPS sur ses lave-vaisselle ainsi que sur ses cuisinières fiables. Faites de grandes économies sur les réfrigérateurs Métag. Mais faites vite, tout disparaît à la vitesse de la lumière. Sauf notre réparateur. En avril, ne manquez pas le bateau chez Formule Pontiac Buick. Profitez-en, venez faire l'essai du nouveau Jimmy 1995, complètement redessiné. Ou du pick-up Sonoma 5 vitesses, idéal pour les amateurs de pêche. Ne manquez pas le bateau chez Formule Pontiac Buick, rue Saint-Olivier, Trois-Rivières. CKTM, la télé de ma région. Bonsoir. À Rome, plus de 80 000 fidèles ont bravé le mauvais temps pour entendre le message pascal du pape Jean-Paul II. Le Saint-Père a donné sa bénédiction Urbi et Orbi en 57 langues. Il a invité les peuples qui souffrent de la guerre à dialoguer. Il a aussi souhaité le retour de la paix en Algérie, en Bosnie-Herzégovine et au Burundi. À Bruxelles maintenant, les 15 ont ratifié ce matin l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada pour régler le conflit des pêches. Les pêcheurs canadiens et européens se partageront à part égale les quotas de flétans. L'entente prévoit aussi un nouveau régime de conservation des stocks de poissons basé sur la présence d'observateurs à bord de chaque bateau. Et au Québec, les médecins omnipraticiens suggèrent au gouvernement d'éliminer certains services couverts par l'assurance maladie, comme par exemple les soins à l'étranger et les cliniques d'obésité. Selon les médecins, ces mesures permettraient d'économiser 15 millions de dollars. Je vous retrouve tout à l'heure. Au revoir. À l'affiche des Beaux Dimanches, ce soir, nous retrouvons les personnages des Fridolinades pour un dernier tour de piste. Également, un dossier sur la fiscalité. Comment fonctionne la machine de l'impôt? Un reportage sur un sujet complexe. Un reportage sur un sujet complexe. Ici Radio-Canada. Le mois
mois d'avril, le mois international de la guitare. Le Centre de piano et d'orgue mauricien ouvre ses amplis et vous offre de super spéciaux. Guitare, amplificateur, accordeur, courroie. Vous choisissez les cordes, on vous les pose. Vous préférez une guitare, vous obtenez 1 mois de cours gratuit au Centre de piano et d'orgue mauricien. Le mois d'avril, le mois international de la guitare. Le Centre de piano et d'orgue mauricien ouvre ses amplis et vous offre de super spéciaux. Guitare, amplificateur, accordeur, courroie. Vous choisissez les cordes, on vous les pose. Vous préférez une guitare, vous obtenez 1 mois de cours gratuit au Centre de piano et d'orgue mauricien. Par mois, la Dodge Caravan est la Plymouth voyageur. Faites-en l'essai dès aujourd'hui chez le leader, votre concessionnaire Chrysler. Le spectacle est splendide, l'hiver est canadien, mais les chevaux, eux, sont bel et bien égyptiens. Essentially, we buy prize mares from around the world and assemble them to breed with a group of stallions that we have also assembled, which represent a unique grouping of bloodlines from the most sought-after bloodlines for this breed of horse in the world. Compte des 1001 nuits? Non, tout simplement un abri fiscal. Pour une mise de 5 000 $, vous pouvez devenir copropriétaire de ces chevaux égyptiens. Vous le récupérez au niveau des pertes agricoles que vous pouvez déduire de vos revenus. Et aussi, vous allez recevoir des actions d'une compagnie dont les actifs proviennent de la société en commandite. Et ces actions-là sont aussi admissibles au RIR. Donc, vous avez 2 types de déductions, des pertes agricoles dans les 2 premières années, ainsi qu'une déduction pour contribution à votre RIR. Ça se peut que quelqu'un qui investit 100 000 $ les récupère déjà après 2 ans, en déduction fiscale. En déduction fiscale, effectivement, sur 2 ans, il va aller chercher pour 5 000 $ de pertes agricoles. 3 000 Canadiens ont déjà profité de cet abri fiscal. Cela veut dire 5 millions de moins par année dans les coffres du gouvernement. I suppose the government views that as a good return for the money that's put back into the economy by people who are farming. For example, we employ about 25 people, including part-time people, on an annual basis, which creates some employment for the area. We buy all our feed and supplies in the local economy, so... Si beaux soient ces chevaux, on peut quand même se demander pourquoi ce cadeau fiscal que d'autres contribuables devront combler en bout de ligne. Ces chevaux sont-ils une absolue nécessité pour l'agriculture canadienne? Bonsoir. Nous vous amenons ce soir en voyage au cœur de l'impôt, suivre le chemin des sans-abri aux sans-abri. C'est un chemin long, parfois sinueux, sur lequel il y a encore beaucoup de chevaux comme ceux que vous venez de voir. Chose certaine, selon un récent sondage, 1 Canadien sur 2 trouve que l'impôt n'est pas juste. Il y a de plus en plus de gens aussi qui trouvent normal de frauder le fisc, au maximum, les anarchistes de l'impôt. Et puis, il y en a d'autres qui pensent qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts, en tout cas, pour remettre l'impôt sur les rails, le simplifier, le démocratiser. Et ça, ce ne sont pas des anarchistes qui le disent. Ce sont notamment, et vous allez les voir, 2 députés du parti au pouvoir à Ottawa, des libéraux donc. Je ne sais pas si Paul Martin les a entendus, ceux-là. Regardez bien, écoutez bien la révolte qui gronde face à l'impôt. Scène courante dans les bureaux de Revenu Canada. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour une dénonciation. D'accord. Vous désirez dénoncer quelqu'un à l'impôt? Oui.
D'accord, ça sera pas bien long. J'informe un agent de votre arrivée. 1000 dénonciations comme celle-ci par année en moyenne juste à Montréal. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, la personne que vous venez dénoncer aujourd'hui, pour les fins des coordonnées, est-ce que vous pourriez me dire dans quel genre d'entreprise est-ce qu'elle évolue exactement? Oui, c'est une personne qui travaille dans les communications. De façon approximative, les dénonciations qu'on reçoit du public génèrent des revenus supplémentaires de 5 millions au bureau du district de Montréal. Quelle est votre relation exactement avec cette personne-là? Est-ce que c'est votre employeur? Oui. L'employé frustré, l'amant délaissé, le voisin jaloux, tout le monde peut devenir délateur. Mais par exemple, j'aimerais être sûr que c'est confidentiel, qu'à aucun moment, cette personne sache que c'est moi qui l'ai dénoncé. C'est possible, ça? Ça, je peux vous assurer de l'anonymat. On vous garantit l'anonymat, mais cela ne paye pas, contrairement aux États-Unis où les délateurs touchent 10% des impôts récupérés. Un exemple que moi j'ai vécu, j'ai une dame âgée qui est venue nous rencontrer ici et dénoncer son mari qui est encore vivant. Et son seul but était de s'assurer à elle le moins de complications possible au décès de son mari. Donc son mari avait caché l'argent, elle le dénonçait pour ne pas être taxé plus tard. Exact. Revenu Canada, c'est l'organisation la plus rentable du pays. Chaque fois que Revenu Canada dépense 1,25 $ en frais, cela rapporte 100 $ au gouvernement. Au total, Revenu Canada, ce sont jusqu'à 48 000 employés pour taxer, contrôler, surveiller, rembourser, punir. C'est absolument important que tous les contribuables aient confiance à notre système de fiscalité, parce que c'est essentiellement un système d'auto-cotisation. Donc, il faut que les gens aient confiance que tout le monde est traité de façon égale. 21 millions de Canadiens remplissent chaque année une déclaration d'impôt. Tous les revenus doivent être déclarés. En fait, pas tous. Il y a une exception, le gouverneur général du Canada. Royauté oblige, probablement, il ne paye pas d'impôt sur son salaire de 97 700 $ par année, sans compter les autres privilèges. Soit dit en passant, sa patronne, la reine d'Angleterre, sous la pression de l'opinion, a consenti, elle, à payer des impôts. Pas beaucoup pour une femme aussi riche, c'est vrai, mais c'est sûrement un petit geste que ses sujets doivent apprécier. Yeah, I think she should pay tax because she's the richest woman in the world. C'est en 1917 que, pour financer l'effort de guerre, le gouvernement canadien décidait de lever temporairement, disait-il, un impôt sur le revenu. À chaque fois que des empires se constituent, ils sont toujours confrontés à la question de savoir comment ils vont pouvoir construire une armée, comment cette armée va être payée, par quelle base fiscale. Et la montée et le déclin des empires est presque toujours associé, aussi extravagant que ça puisse paraître, à des questions fiscales. Daniel Cohen est un historien de la fiscalité. Pour lui, bien plus que la langue et la culture, c'est une fiscalité déficiente, à bout de souffle, qui divise les gens et qui menace aujourd'hui l'unité de pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Canada. La base fiscale ne peut plus beaucoup augmenter et la croissance très forte sur laquelle ils avaient appuyé la montée de leurs dépenses, la formation de nouveaux compromis sociaux, etc. dans les années 1945-1975, cette croissance très vive, à son tour, se dérobe, faisant en sorte que l'État est confronté pour la première fois, non pas à d'autres États avec qui il est en guerre et avec qui, au fond, les problèmes sont ma présence ici, c'est de dire aux gens de prendre courage, ne jamais se décourager, et surtout de dire on va guérir, un point c'est tout. Elle est toute excitée que cet été, elle va être fille d'honneur à un des mariages de son cousin. Puis elle va porter sa perruque, puis sa petite robe pêche. Elle a dit qu'elle va être... elle est encore sexy. Sabrina est so sexy. Je vais être la princesse. Ah, elle va être la princesse.
What else do you want to say? Moi je n'en suis plus aujourd'hui à mon premier chagrin d'amour. J'ai consolé Rose et Julie, Jeanne et Marie tour à tour. Tu m'attends depuis si longtemps. Longtemps, et je t'attends toujours. Quand la radio joue cet air-là, je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents, les yeux mi-clos. Je la revois, j'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aime tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir, oui même à mourir pour un certain sourire. Au casino, entre mes bras, abandonnée, elle gardait ce certain sourire. Longtemps après, mon cœur a compris que jamais, non jamais son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, j'ai toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain écuménique. Par exemple, sa réunion d'assises avec non seulement des chrétiens de toute origine ou de toute confession, mais de toutes les religions monothéistes. Et ça m'a paru extrêmement important et marqué un pas dans l'Église. Mais le pape est aussi préoccupé par le crime organisé. Questi tipi portano sulle loro coscienze tante vittime umane. Devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può uomo, qualsiasi
umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Il dénonce aussi l'exploitation du tiers-monde, la surconsommation du capitalisme et le marché de la drogue. Dans ses voyages où il a fait 2 fois le tour de la Terre, il a souvent choisi de se rendre dans de petits pays oubliés du monde. Nous prions pour qu'à l'avenir, les disciples du Christ se montrent pleinement fidèles à l'observance du commandement de l'amour fraternel. La présence, voilà qui compte pour le pape. L'intervention et la présence. C'est pour cela qu'il fait ses voyages, par exemple. Il était le premier pape dans l'histoire qui a donné aux chrétiens, aux catholiques éparpillés partout dans le monde, dans des îles perdues du Pacifique, et enfin, je ne sais pas dans quel territoire lointain. Il a donné à tous ces petits groupes, aux grands groupes de catholiques, le sens de la présence réelle et concrète, charnelle de l'Église. Il estime que son devoir d'aller à travers la terre entière éveiller l'attention autour de la réalité du christianisme, mais il est très affligeant qu'il n'ait pas, jusqu'à présent, fait précéder tout voyage de la venue d'un émissaire laïque, il n'a pas besoin d'être ecclésiastique, mandaté par le Saint-Père pour dire « Mettez un tapis rouge à la sortie de l'avion et fichez-moi la paix après ». C'est intolérable que des diocèses licencient des permanents d'Action catholique parce qu'ils se sont endettés auprès de gens riches et non chrétiens, endettés pour ne pas avoir moins somptueusement reçu le pape que l'avait fait le diocèse d'à côté, le pays d'à côté. Et le pape laisse faire, ne réagit pas. Chiedo le vostre preghiere affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno. En avril 1994, Jean-Paul II annonce qu'il se fera opérer au fémur. C'est la 5e opération depuis l'attentat. Ses médecins affirment qu'il se porte bien, mais ils n'arrivent pas à faire taire les rumeurs sur son état de santé. Jean-Paul II aurait le Parkinson et un cancer des os. Mais le leader charismatique a été vu comme un homme souffrant quand il a dû annuler son voyage aux États-Unis à l'automne 1994, ce qui a déclenché les rumeurs à propos de sa succession. Je n'oserais pas me prononcer sur un particulier, n'est-ce pas, parce que c'est vraiment le secret de Dieu, c'est le cas de le dire. Mais je pense que ça sera très probablement, à mon avis, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, un prêtre du tiers-monde. Cette Église catholique, donc universelle, se veut universelle. Le fait que les papes sont tous issus de la vieille Église de l'Europe, donc blanche, ancienne, colonisatrice, est quand même quelque chose qui cloche. Moi, j'aimerais beaucoup que son successeur ait un grand goût de la liberté de la pensée des croyants, des théologiens et des évêques. Malgré des inquiétudes sur sa santé, Jean-Paul II tient bon. Il voudrait avoir le temps de célébrer le grand jubilé de l'an 2000, voir le premier jour du 3e millénaire réunis avec des chrétiens, des juifs et des musulmans sur le mont Sinaï. Mais d'abord, pour préparer cette traversée, Jean-Paul II veut redonner la foi à ceux qui se sont éloignés de l'Église. La seconde évangélisation, ou la deuxième évangélisation, il a commencé à en parler il y a quelque temps, moi je ne suis pas bonne dans les dates, il y a quelque temps, pour que la France, la fille aînée de l'Église, redevienne chrétienne. Et pour l'Europe aussi, de l'Ouest et de l'Est. Et pensant aussi à tous les autres pays, dont l'Amérique, qui n'est plus tellement croyante.
Pour convaincre les non-croyants, Jean-Paul II a accepté de relever le défi lancé par un journaliste de répondre aux questions que tout le monde se pose sur la foi. Quelle est la preuve que Dieu existe? Pourquoi se cache-t-il? Son livre, Entrée dans l'espérance, a été traduit en 35 langues et il est vendu à des millions d'exemplaires. Quand je lis son livre et que je lis ses encycliques, si vous voulez, il y a une distinction inimaginable entre les deux. D'un côté, c'est la lumière, c'est merveilleux, c'est ouvert, c'est tout. Je lisais les encycliques et s'il n'y avait pas le message, je m'ennuierais à mort. C'est sec, dans un langage très clérical, sûr de lui-même, invoquant toujours le passé, cherchant toujours à se justifier de ce qu'on a dit avant. Tandis que dans son livre, c'est son livre que je conseillerais à tous ceux qui doutent, c'est ouvert sur l'avenir. Se debe de llamar para una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Les jeunes ont une culture à tendance planétaire. Et là, ils sont séduits par cette espèce d'univers, c'est « We are the world ». Vous savez, c'est ça. He is the world. Alors ça leur plaît. Il représente vraiment le grand-père qui réussit sa vie, qui est fort et puis qui tient le coup. Lafrenière Tracteur, c'est les nouveaux modèles Kubota. Des tracteurs puissants et polyvalents. Ils accomplissent les tâches les plus difficiles. Lafrenière Tracteur, la référence pour tous vos travaux, à 20 minutes de Trois-Rivières. Savez-vous pourquoi Tilden Trois-Rivières est le plus grand... Spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, corrigerete. Jean-Paul II est le premier pape qui est passé par toutes les épreuves par lesquelles les jeunes garçons de son âge devaient passer. Et il y avait d'abord les drames de la Pologne, ensuite la guerre, ensuite l'occupation allemande, ensuite la pauvreté de la famille, la nécessité de gagner sa vie, travailler à l'usine, ensuite le contact tout à fait quotidien avec les jeunes garçons et filles du même âge, le théâtre qu'il aimait beaucoup, les poèmes qu'il écrivait, même, paraît-il, une sorte de flirt qui aurait pu terminer par le mariage si la vocation sacerdotale n'avait pas été plus forte. Donc, c'est vraiment, dans un certain sens, un homme comme les autres. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo. Questo male, queste sofferenze immense, queste tragedie, si è dovuto cercare più profondamente una luce. Parce qu'il est aussi polonais, André Libitsch comprend comment l'Église de Pologne a marqué Jean-Paul II. C'est donc une église nationale, une église combattante, une église où il y a peu de place pour le relativisme ou l'ambivalence morale, si vous voulez. Je pense que c'est ça un des traits définissant le pape. C'est que finalement, il ne comprend pas comment on peut avoir des doutes
en fait, comment on peut hésiter et vaciller. Dans sa vie, ses choix étaient clairs. Il savait qui était l'ennemi. C'était le nazi, c'était le communiste, c'était le soviétique. Et là, il exprimait l'esprit de son peuple, de son Église, qui aussi voyait les choses dans des termes moraux très clairs. C'est pour ça que le pape est vraiment pas seulement un homme de notre pays, mais un peu d'une autre époque. En fait, il n'a pas connu les hésitations, en fait, la multiplicité de choix que nous connaissons en Occident. Pour lui, dans un sens, la vie était simple. On savait ce qui était à faire. Il se trouvait dans le seul pays du monde où, plus ou moins, tout le monde était catholique pratiquant et où régnait un pouvoir ennemi. Il n'était pas question, dans une telle situation, de se chamailler entre catholiques, comme on aime bien le faire, sur des tas de choses, parfois pas sans importance. Il fallait faire bloc. Il n'était pas question de rien remettre en question. Il fallait tenir, car la moindre fissure, le moindre désaccord permettrait de pénétrer et de disloquer l'Église de Pologne. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Cet appel à la liberté a eu une résonance particulière pour les chrétiens d'Europe de l'Est. Ils venaient de trouver un allié en Jean-Paul II, un allié qui allait se battre avec eux pour la démocratie. En 1981, le général Jaruzelski instaure l'état de guerre en Pologne. Le syndicat Solidarité est déclaré hors la loi. On menace d'exécuter des partisans faits prisonniers. Affido alla madre dei polacchi la preghiera e l'appello per una soluzione pacifica della mutua collaborazione fra autorità e cittadini nel pieno rispetto della identità civile, nazionale, spirituale e religiosa del paese. Rocco Buttiglione, un politicien italien, mais aussi un ami, un conseiller de Jean-Paul II, nous raconte comment le pape polonais est intervenu. C'était dimanche. Il est apparu sur le balcon pour son Angélus. Et il a dit, trop de mains polonaises ont fait couler trop de sang polonais pendant ce siècle. Plus jamais cela. On peut trouver des solutions par le dialogue si on arrête de répandre le sang polonais. Et en Pologne, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Cesser les exécutions. Si Jaruzelski met fin aux exécutions de prisonniers, nous, les Polonais, allons trouver une façon de nous sortir de ce bourbier. Je m'en porte garant. Je pense que Jaruzelski a compris. Je ne pense pas qu'il y avait là un message secret. Dans ces dictatures communistes, les gens apprennent à se comprendre à travers des symboles, des signes. Je pense que Jaruzelski a compris le message et les prisonniers n'ont pas été exécutés. Il n'y a pas eu de soulèvement. Il y a eu 10 années de dialogue. Une solution a été trouvée qui a mené à la libération de la Pologne et à la chute du communisme. Nous n'avons jamais pensé, au départ, que le communisme allait s'effondrer aussi vite, sans bain de sang. Après la Pologne, Jean-Paul II a prêché la liberté, le droit à l'identité nationale dans d'autres pays occupés. Je pense que souvent, ceci a marqué les gens qui l'ont rencontré, les a poussés à accomplir leur vocation, à faire le bien pour leur peuple et pour l'humanité. C'est particulièrement vrai dans le cas de son amitié avec Mikhail Gorbatchev.
Je pense que Gorbatchev avait un grand idéal, celui d'instaurer en Russie la liberté et le respect des droits de l'homme. Il ne fait aucun doute que cette rencontre avec Wojtyła a renforcé sa détermination. Sono caduti due grandi blocchi decisi a Yalta. A causa di questo, i paesi, i popoli, i stati sono diventati liberi, indipendenti, hanno riacquistato la loro sovranità. Pour marquer la chute du communisme, Jean-Paul II se rend en Lituanie en 1993. À la colline des Croix, il rend hommage aux victimes du communisme. Chaque matin, pendant des années, les parents des victimes ont redressé ces croix que les agents de la police soviétique enlevaient tous les soirs. Le 18 mai 1980, un homme tente de tuer Jean-Paul II. Le Saint-Père est atteint d'une balle à l'épaule. La tentative d'assassinat, c'était pas quand même une affaire strictement d'un fou, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de sous-sang. 2 ans après l'attentat, le pape se rend dans la cellule de son agresseur pour lui pardonner. Savez-vous combien ça coûte de décorer une C'est fête? Beau Star Plus. Beau Star Plus, 54 ou 55, boulevard des Forges, à Trois-Rivières. Évoqué par le pape Jean XXIII en 1960. Jean Neufsel est journaliste au Vatican. Il a 84 ans et il a connu les 4 derniers papes. Jean XXIII, un vieillard presque octogénaire, élu, bon, on s'est dit, bon, c'est un pape de passage, de transition, comme ça. Or, ce vieil homme, ce fils de paysan italien, qui semblait vraiment confit dans sa piété ancestrale, a tout de suite provoqué une des grandes révolutions dans l'Église et il a convoqué le concile. Il a eu le courage de dire « Les portes sont ouvertes, venez tous à Rome, dites en toute liberté ce que vous pensez ». Et alors il y a eu tous les théologiens qui étaient plus ou moins proscrits ou en marche avant, qui sont venus parler, et le concile a été une tribune extraordinaire et une ouverture extraordinaire pour l'Église. L'événement prend le nom de Vatican II. 2500 évêques du monde entier sont convoqués à une séance d'autocritique. Le dernier concile de cette envergure avait eu lieu 400 ans auparavant, en 1545. Pour Jean XXIII, l'Église doit absolument s'adapter au monde moderne. Jean XXIII meurt avant la fin du concile. Le pape Paul VI, un aristocrate italien, prend la relève. Vatican II dure 3 ans. Andreno est un des seuls théologiens canadiens, toujours vivant, à y avoir assisté. Vatican I avait défini l'infaillibilité pontificale. Ça avait mis le pape, pour ainsi dire, sur un piédestal, un peu tout seul. La parole du pape était un peu unique à ce moment-là pour l'ensemble de l'univers chrétien. Par sa seule existence, le concile a libéré la parole des évêques. Les changements sont majeurs. On s'est rapproché des protestants, des juifs et des orthodoxes. Et puis on a cessé de prier en latin à l'Église. Le Vatican a mis fin à une tradition qui datait du IIe siècle. Toute la liturgie de la messe, par exemple, la liturgie eucharistique, était complètement transformée. Le prêtre célébrant face au peuple, des fidèles qui pouvaient distribuer la communion, qu'ils peuvent encore d'ailleurs. Enfin, je ne cesserai pas de vous dire les changements les plus visibles dans le culte lui-même, qui étaient spectaculaires.
y compris à un certain moment aussi les absolutions communautaires au lieu de la confession individuelle, etc. Non, ça a été un très, très gros changement. Par exemple, je me souviens d'une rencontre que j'avais eue à Beauport, à l'invitation du curé. Et le curé m'avait dit, qu'est-ce qui fait que nos fidèles ont l'air si traumatisés par ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui fait que maintenant ils posent des questions, ils remettent tout en question? Et moi j'avais répondu, écoutez, je pense qu'il faut prendre les responsabilités qui sont les vôtres. L'an dernier, manger un biscuit à minuit et 5 vous empêchait de communier le lendemain. Et si vous communiez le lendemain, vous aviez commis un péché mortel. Et aujourd'hui, vous pouvez bouffer un steak à 8 heures et aller communier à 8h30. Alors, des choses dont vous aviez fait, des choses secondaires dont vous aviez fait des questions primordiales, vous les avez rendues à leur importance réelle, qui était secondaire. Mais les fidèles vont dire, comment ça se fait que tout change comme ça? Madame, à Vatican II, on a proclamé quelque chose de très important qui, au Québec, était un peu couvert à cause de l'autorité peut-être trop massive du clergé qui faisait beaucoup de choses, mais qui en même temps avait tellement de pouvoir qu'il finissait par en abuser. Eh bien, est arrivée la question de la liberté et la question de la conscience. Autrefois, avant Vatican II, la conscience c'était relié à la loi, tandis que Vatican II proclamait les droits de la conscience et la loi ne restait qu'extérieure à la conscience, de sorte que la conscience, elle, avait le dernier mot. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi de la conscience? C'est-à-dire que la loi, je vous dis par exemple, ne faites pas ça. Ça, c'est la loi. Dans la tradition d'ici, et comme ailleurs aussi, ne faites pas ça, ça voulait dire, il ne faut pas le faire. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu te tais, tu ne fais pas ça. Tandis que dans la loi avec la conscience, ne faites pas ça, c'est une voix qui t'indique, peut-être tu ne devrais pas faire ça. C'est pas ce que tu devrais faire. Tu ne devrais pas te faire avorter. C'est ce que la loi dit. Tandis qu'avec le domaine de la conscience, non, tu ne devrais pas te faire avorter, mais tu peux reprendre en main ta propre vie, raisonner, peut-être raisonner croche, peu importe. Ce sont les droits de la conscience qui vont te dire le dernier mot. De sorte que la loi reste extérieure et la conscience reste le pouvoir intérieur. Le pouvoir extérieur est moins important que le pouvoir intérieur. Et ça, dans Vatican II, c'était très bien marqué. On parlait de la conscience comme le sanctuaire, disait, de chaque personne. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a libéré tout le Québec, puisque c'est le milieu que je connais davantage, de toutes ces inquiétudes, ces péchés préfabriqués, décidés à l'avance, fixés par le petit catéchisme. Enfin, on pouvait faire les péchés qu'on voulait. Comment Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, s'inscrit-il par rapport aux décisions du Concile? Voilà. Dans les décisions du Concile, il y a deux choses chez Jean-Paul II. C'est qu'il rappelle les décisions globales du Concile. Il rappelle très souvent, ce que les médias n'ont pas toujours dit, les droits inaliénables de la conscience, mais aussitôt qu'il a fini de rappeler ça, il leur dit, maintenant, vous devez faire ça. Vous devez vous conduire comme ceci. Et là, il leur rappelle ce qu'on pourrait appeler les lois de Dieu et de l'Église. De sorte que pour quelqu'un qui écoute Jean-Paul II, ça prend quelqu'un très fort pour ne pas se fâcher. Dovete dire e gridare che la vita è dono meraviglioso di Dio e nessuno ne è padrone, che l'aborto e l'eutanasia sono tremendi crimini contro la dignità dell'uomo. Face à cette sorte d'extraordinaire révolution bioéthique, et cette confusion générale des normes de la morale, etc., il est bon que quelqu'un maintienne les principes. Or, qui pourrait faire cela? Quelle est l'autorité
plus élevée, plus réelle que celle de l'évêque de Rome, qui tout de même parle au nom de cette immense chose qu'est l'Église chrétienne, et non seulement l'Église catholique proprement dite, mais sur ce plan-là, aussi l'Église orthodoxe. Parfois on nous dit, ben, vous ne prêchez plus, vous n'enseignez plus les commandements de Dieu, l'avortement, vous n'en parlez plus, vous avez peur, porter l'avortement, bon. Je n'ai pas peur de parler de l'avortement. Autre chose, en parler devant un auditoire, puis que j'ai 40 minutes ou 50 minutes à en parler, puis je peux mettre toutes les nuances possibles, une homélie de 10 minutes. Bon. Si j'enseigne, je suis contre l'avortement personnellement, il n'y a aucun doute. Puis je suis prêt à le dire, ça. Mais la jeune femme qui s'est avortée, elle, quelle est sa culpabilité morale? Ni vous ni moi, je peux le dire. Si je dis sincère, ils vont dire, il est pour l'avortement. Ils ne font pas des nuances entre une norme qu'il faut respecter, tu ne tueras pas, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais le tueur, quelle est sa culpabilité morale, lui-là? Alors ça, évidemment, ça se dit bien dans une conférence où on a le temps de tout expliquer, ou ça se fait bien avec un individu qui vient me consulter. Mais alors là, ben, on n'en parle pas, on n'ose pas. Il n'est pas écouté parce que son message est trop dur, en quelque sorte, trop idéaliste ou trop idéal, je choisis mes mots, pour le monde aujourd'hui qui est rempli de contradictions, de souffrances, qui cherche, qui s'inquiète, parce qu'à un certain moment, bon, il est contre on dirait qu'il est contre les homosexuels, qu'il est contre l'avortement, qu'il est contre les préservatifs. Et donc, pour des gens qui vivent dans le concret, sont aux prises avec des problèmes très difficiles, le sida, les maladies sexuelles, il fait peur. Un pape, c'est pas un extraterrestre qui arrive tout d'un coup, puis que c'est le Saint-Esprit qui arrive en lui, puis qui élimine tout le reste, n'est-ce pas? C'est un ancien professeur de morale. Il est arrivé sur le siège de Saint-Pierre avec sa formation propre, sa formation morale et ses convictions morales. Et il les garde. Et il se dit, j'essaie de me mettre dans sa peau, et il se dit, bon, le bon Dieu a voulu que je sois pape, moi, et avec les convictions morales que j'ai, et puis alors, il voit les choses avec une grande clarté. Alors, oui, il a des convictions très, très profondes, et peut-être que ça l'empêche parfois d'entendre les objections, les difficultés qu'on peut faire sur telle ou telle présentation. Jean-Paul II s'oppose à la sexualité avant le mariage, à l'usage des préservatifs, même quand il s'agit de lutter contre le sida. Et par-dessus tout, il interdit l'avortement. Le Vatican a cherché à dominer la conférence internationale sur la démographie au Caire en 1994. Il a réussi à faire changer la formulation du texte final pour qu'il soit impossible de considérer l'avortement comme moyen de contrôler les naissances. Mais il a dû faire des compromis et accepter l'utilisation d'autres moyens contraceptifs. Mais il n'avait pas vraiment fléchi. Dans sa dernière encyclique, Jean-Paul II menace d'excommunication ceux qui pratiquent des avortements. Cette menace d'une autre époque en a étonné et choqué plusieurs. Il veut ramener à l'ordre les pays qui sont en train de débattre des questions de fécondation in vitro, de suicide assisté et d'euthanasie. Il ne pense pas en termes de popularité. Il pense en termes de vrai ou faux. Et si pour lui une proposition est vraie, elle est vraie. Tôt ou tard, les gens vont le reconnaître. Il pense que c'est important que les gens se souviennent qu'un jour, quelqu'un a défendu la vérité, même quand elle n'était pas universellement reconnue ou était universellement méprisée. Les évêques du Québec sont coincés, parfois, entre l'enseignement du magistère, à laquelle nous adhérons et avec lequel nous sommes solidaires. Il n'y a pas à broncher sur ce point-là. Mais de l'autre côté aussi, avec notre peuple. Et alors, on se sent tiraillé. Je pense que c'est un tiraillement salutaire, je crois, finalement. Mais est-ce que c'est pas difficile à vivre un peu? Qu'est-ce qui est le plus difficile, là, sur quel point un peu, là, c'est encore plus vous avez, difficile? par exemple, la pastorale des divorcés remariés. Ça, c'est un point là très difficile.
pour nous les évêques, et puis pour notre clergé aussi. Parce que je dis souvent, mes prêtres, c'est eux qui ont arrivé ces cas-là. Alors, il faut d'abord examiner cette question-là. Il affirme, évidemment, ensuite de ça, qu'ils font partie de l'Église, qu'ils peuvent avoir accès à la messe, qu'ils peuvent aussi s'impliquer dans l'ordre de la pastorale, bon, ainsi de suite. Donc, quand arrive la question de la communion sacramentelle, ça commence par bon. C'est là, c'est un non. Et c'est un non tout aussi ferme à la question du mariage des prêtres. Tu es sacerdos in aeternum. The Church knows how deeply fitting it is that priests should give this concrete response in their lives to express the totality of the yes they have spoken to the Lord, who calls them by name to his service. Il n'y a aucune raison théologique là non plus pour que les prêtres ne soient pas mariés. Et dans une grande portion de l'Église orientale catholique, acceptant l'autorité du pape, les prêtres sont mariés, ont des familles, etc. Le problème sera d'abord résolu par le sacerdoce des hommes mariés, qui est un peu différent. Une fois que vous êtes prêtre, que vous avez déjà reçu l'ordination, vous ne vous appartenez pas entièrement en quelque sorte. Vous êtes voué à Dieu. Et alors le mariage d'un prêtre est une chose tout à fait exceptionnelle qui comporte une obligation, une dispense du pape que le pape n'aime pas beaucoup donner, tandis que les prêtres, les hommes mariés, déjà mariés, devraient avoir accès au sacerdoce et probablement l'auront dans un avenir qui est pénible pour les candidats actuels, mais qui est normal pour le rythme de l'Église. Vous pensez que le pape Jean-Paul II accepterait Je ne pense pas que Jean-Paul II accepterait, mais Jean-Paul III, peut-être Jean-Paul X. Une femme, un homme, une voiture. Le scénario est classique, mais la voiture ne l'est pas. Comportement racé, confort inégalé, sécurité renforcée. La Buick régale à tous les ingrédients pour séduire. Un homme, une femme, une régale. Une histoire de charme à l'américaine. Buick régale. Redécouvrez l'Amérique. L'autre jour, j'étais à ma caisse, puis il y a une madame qui est arrivée avec 8 boîtes de savon. J'ai dit, madame, pourquoi vous achetez tant de savon que ça? Elle me dit, c'est parce que c'est en spécial, je vais me faire une provision. J'ai dit, madame, vous n'avez pas besoin d'acheter tant de savon que ça. Habitudes de vie qui sont en cause. On peut vérifier cette incidence à l'échelle du monde. Les Japonais font des cancers d'estomac parce qu'ils ont une alimentation fumée et marinée. Les Américains ont des cancers du côlon et du rectum parce qu'ils ont une alimentation qui comprend trop de viande, trop de graisse cachée et trop de sucre. Et ce sont bien les habitudes alimentaires qui créent certains cancers. Si vous prenez les deux principaux mouvements de population, du Japon vers la côte ouest de l'Amérique du Nord et de l'Europe orientale vers Israël, eh bien, dans ces populations, nous retrouvons la même situation. Les arrivants de la première génération ont des cancers du type de ceux de l'endroit d'où ils viennent. Les enfants et les petits-enfants ont des cancers du type de ceux de l'endroit où ils s'installent. 80% des causes de cancer sont dans les habitudes, dans la manière dont nous mangeons, respirons et buvons. Le docteur Henri Joyeux et son épouse sont tellement convaincus de l'importance de la nourriture dans la prévention du cancer qu'ils pratiquent chaque jour chez eux une gastronomie de prévention. Le principe de cette cuisine, eh bien, vous voyez, c'est une cuisine à la vapeur douce. Elle a pour but de cuire les aliments de façon le plus naturelle possible, sans les traumatiser, sans les cuire trop fort.
ce qui fait que vous pouvez utiliser tous les aliments, cuire tous les aliments sans les dénaturer, c'est-à-dire vos carottes resteront bien colorées, vos épinards resteront bien verts, vos tomates rouges et les viandes seront très, très savoureuses, très appétissantes. Bien, la prévention par la nourriture, c'est essentiellement réduire la consommation de graisse. Diminuer la consommation des graisses cachées, c'est diminuer la consommation de viande en particulier, et donc transférer ce que l'on prenait avec la viande vers les légumes, vers les céréales et vers les poissons. La prévention concerne aussi les rescapés du cancer. Ils doivent être vigilants et consulter leur médecin à la moindre anomalie pour prévenir les risques de rechute. La troisième édition de... Second traitement dans 40% des cas, la radiothérapie, ce que le public appelle communément les rayons, et l'application des travaux de Marie Curie, comme nous l'avons vu. Le principe est l'émission de particules radioactives, de photons en général, qui vont tuer les cellules cancéreuses, mais aussi malheureusement atteindre des cellules non cancéreuses, provoquant des effets secondaires parfois très pénibles. Le docteur Jacques Villecoq est radiothérapeute. La grande théorie du mode d'action des rayonnements, c'est la théorie de la cible, où les photons agissent au niveau du noyau de la cellule en détruisant l'ADN qui constitue ce noyau de la cellule. Il y aura donc un effet immédiat lorsque l'ADN sera touché à plusieurs endroits, et un effet retardé où les cellules mourront au moment où elles vont se reproduire. La grande révolution de la radiothérapie s'est produite dans les années 50-60, où sont apparues les hautes énergies. L'apparition des hautes énergies a complètement révolutionné les principes de la radiothérapie, car on pouvait enfin traiter des tumeurs profondes sans léser les tissus sains qui étaient en avant. Dans un avenir proche, la technique va encore évoluer pour les tumeurs placées en profondeur avec la protonthérapie, c'est-à-dire l'utilisation de particules lourdes. Ces protons vont aller libérer toute leur énergie à la profondeur exacte de la tumeur, dans son volume exact, sans altérer le moins du monde les tissus environnants. Les chercheurs développent chaque jour les possibilités de ces traitements. Un exemple parmi beaucoup d'autres, dans ce Centre européen de recherche nucléaire, on met en œuvre le projet BNCT de traitement de cancer par irradiation. Pour certains types de cancers, comme les tumeurs du cerveau, les traitements appliqués actuellement ne suffisent pas. L'avantage du BNCT, c'est qu'on peut utiliser une irradiation qui pénètre profondément dans la tumeur et, en utilisant correctement la méthode, vous tuez les cellules cancéreuses en épargnant les cellules du cerveau, du sang et de la peau. Dès 1991, une ambulance pourra déposer ici un premier patient souffrant d'une tumeur au cerveau, jusqu'alors mortelle. C'est donc un nouvel espoir dans la lutte contre le cancer. Reste enfin une autre technique de la radiothérapie, la curithérapie, une technique interne. Elle consiste à introduire au niveau des tumeurs du matériel radioactif. On met des tubes plastiques au niveau de la tumeur et on glisse ensuite le matériel radioactif, qui est l'iridium 192, au niveau de la tumeur. Donc, seules les tumeurs superficielles peuvent bénéficier de ce traitement, des tumeurs accessibles, puisqu'on implante directement le matériel radioactif dans la tumeur, les cancers du col de l'utérus, les cancers du corps de l'utérus, les cancers du sein et les cancers de la peau. La radiothérapie, qui peut être locale ou généralisée, est très utilisée. Il est vrai aussi que beaucoup de cancers sont traités par une association de plusieurs techniques, comme la chirurgie, conjuguée à la radiothérapie et même à la chimiothérapie. Ces associations donnent souvent des résultats spectaculaires. Un exemple. Dans le cancer du sein, on s'aperçoit que les résultats s'améliorent et surtout deviennent de moins en moins mutilants grâce à l'utilisation judicieuse à la fois de chirurgie limitée, de chimiothérapie et de radiothérapie. Les taux de guérison sont de l'ordre de 90% avec 85% de conservation mammaire. Le docteur Michael Thirlwell, chimiothérapeute. La différence entre la chimiothérapie, la chirurgie et les radiations est que la chimiothérapie traite les cellules cancéreuses n'importe où elles se trouvent, parce que vous la prenez par la bouche ou par injection. Le stade de la tumeur à traiter va déterminer dans bien des cas l'usage ou non de la chimiothérapie.
Chirurgie et radiation sont des formes locales de thérapie, mais pour le traitement du cancer qui s'est répandu dans tout le corps, seule la chimiothérapie peut être utilisée. Arme efficace, la chimiothérapie a cependant ses inconvénients. C'est d'abord un traitement éprouvant physiquement. Malheureusement, ces médicaments entraînent certains effets secondaires. Mais ces effets secondaires n'interviennent pas forcément pour chaque patient. J'ai connu ce que c'était que des grandes périodes de vomissement à tous les 15 minutes pendant 12 heures, qui nous laissent complètement à plat. J'ai trouvé tellement difficile de me présenter au dernier traitement que j'étais prête à abandonner à ce moment-là. Le traitement est pénible, c'est vrai, mais c'est souvent le seul moyen d'atteindre le cœur des cellules cancéreuses dans tout l'organisme. Les médicaments que nous utilisons sont injectés directement dans les veines. Et de là, ils atteignent rapidement la concentration appropriée dans le flux sanguin et ils circulent dans toutes les parties du corps. La chimiothérapie actuelle n'est pas suffisamment sélective pour ne s'attaquer qu'aux seules cellules cancéreuses. C'est pourquoi il y a ces effets secondaires comme les... Ces deux prêtres sud-américains. Ils n'appréciaient pas leurs écrits sur la libération et la lutte des classes. On a l'impression, on a le sentiment que chaque fois que le pape flaire du marxisme ou du communisme, qu'il sent besoin d'avertir le monde. Et là-dessus, on peut le remercier. Je pense bien que c'est un aspect positif, très positif de son pontificat. Peut-être que par ailleurs, ça peut avoir amené à des incompréhensions par rapport à certains aspects de la théologie de la libération. Et ça, c'est une autre histoire. C'est assez complexe, le pontificat de Jean-Paul II, quand on veut l'analyser. Oui. En 1989, Jean-Paul II a réhabilité l'astronome Galilée, que le tribunal de l'Inquisition avait reconnu coupable d'hérésie. Le Saint-Père s'est retrouvé isolé quand il a voulu aller plus loin dans cet examen de conscience. Il souhaitait que l'Église demande pardon pour toutes ses erreurs passées et présentes. Mais les membres de l'administration pontificale, la curie, ont dit non. L'Église ne fera pas de confession publique. On l'accuse souvent de s'être entouré d'une cour de conseillers polonais eux aussi. Et sans doute, c'est une accusation qui pèse, parce que c'est parmi ces gens-là qu'ils trouvent un langage commun, mais ça l'empêche peut-être de comprendre des églises différentes et lointaines. Je crois qu'il ne se rend pas suffisamment compte de l'inquiétude réelle des gens, du besoin réel de vivre autrement et d'avoir tout de même une sanction de l'Église. Je crois que ce n'est pas son... Je crois que ça n'arrive pas jusqu'à lui. Depuis Vatican II, on revient constamment à la charge pour que le pape accepte le sacerdoce des femmes, comme dans d'autres religions. Monseigneur Couture de Québec plaide régulièrement leur cause à Rome. Mais en mai 1994, Jean-Paul II dit un non définitif. Il n'y aura pas de robe parmi les soutanes. En général, moi, je suis favorable et je sais qu'on pourrait le faire facilement. On le fait, les évêques du Québec, plusieurs fois à l'occasion de nos visites. Au sujet de l'ordination de mariés, par exemple, au sujet de l'ordination des femmes. Ce que je ne me permettrais pas de faire, c'est de médiatiser tout. Il y a des choses qu'on peut dire, et ça se rend quand même. Ça paraît peut-être à certains gens perdus dans les sables, mais ça se rend quand même. Et moi, je me sentirais tout à fait libre, l'occasion d'une entrevue individuelle, par exemple, ou d'une lettre que je pourrais écrire au Saint-Père, de lui dire exactement ce que je pense. Mais je ne suis pas sûr qu'on aurait l'audace de le faire. Ah ben, je me dis, moi, Jean-Marie Fortier, c'est bien beau de dire, ben, tu n'es pas entendu, tu n'es pas consulté, ou bon...
Mais as-tu l'audace de parler? Mais est-ce que c'est seulement au Canada, en Amérique du Nord, que les femmes réclament ce droit-là au sacerdoce? Non, pas. Non, non. En Europe également, il y a des groupes dans tous les pays d'Europe, peut-être pas en Afrique, ça c'est différent. En Asie non plus. Remarquez, ce sont des... Culturellement, c'est des univers complètement différents. Mais l'Amérique du Nord, c'est quand même considérable. C'est nous, après tout. Hein? Et puis, il y a aussi en Europe, en Belgique, en France, un peu moins. Les Français sont moins ouverts, quoique il y a beaucoup de Françaises qui militent également dans ce sens-là. Non, c'est un mouvement, principalement d'Amérique du Nord, d'Angleterre. Et partout où il y a des églises anglicanes, la question est posée. Non, c'est une question posée à l'univers. Je crois qu'on ne comprend pas assez, je dirais, la blessure que ça crée chez les femmes de sentir qu'elles ne peuvent pas représenter le Christ. À cause de ce refus, le pape est perçu comme étant misogyne. Mais l'écrivaine italienne Maria Antonietta Macchiocchi voit en Jean-Paul II le pape le plus féministe de l'histoire. Dans une rencontre privée avec lui, il lui a confié qu'il admirait le génie des femmes et il a écrit une épître spéciale sur le sujet. Ce qui était intéressant dans son épître, c'était le fait qu'il avait reparcouru l'histoire des grands personnages féminins de l'Évangile. En fait. Il commençait évidemment par Ève. Enfin, hein. Alors là, il réhabilite Ève. Hein. Il dit, c'est pas elle qui a commis le péché original, parce que si péché était commis, ils l'ont fait à deux. C'était un homme et une femme. Donc c'est là qu'il commence avec cette égalité aussi face aux responsabilités. Et il fait le binôme très audacieux à mes yeux, Ève-Marie, en disant qu'il y a deux femmes qui sont à la tête et à l'origine de l'immense histoire des femmes dans l'univers, enfin, et sont Ève et Marie. Marie est la mère de Jésus. Donc, je crois qu'après, il reparcourt l'histoire de Maria Maddalena, la grande prostituée, et il appelle l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire les plus grands des apôtres, parce que c'est à elle que le Christ, sorti de son tombeau, s'est manifesté la première. Alors je trouve un peu dérisoire et ridicule, enfin, le fait qu'on pense à ce Jean-Paul II comme un ennemi de la libération des femmes. En revanche, c'était le pape le plus féministe, je crois, qui a existé. Le pape écrit sur les femmes. Sa méditation sur les femmes est intéressante, mais elle nous met toujours au summum, tu sais, Marie, le modèle. Mais Marie, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a si peu de textes qui en parlent. Et c'est la Vierge, hein? Alors, voyez le modèle dans tout cela, là. C'est la Vierge, hein? Bon, c'est pas... non, moi, je ne suis pas emballée du tout. Et souvent, je me suis déjà occupée de ce dossier-là il y a quelques années dans mon diocèse. J'ai encore envie de dire, laissez aux femmes se dire. Laissez-nous nous exprimer sur nous-mêmes, ensuite on en causera. Mais c'est vrai que le pape fait des textes, mais de là être féministe, vraiment, ça ne colle pas beaucoup dans mon esprit. Pour Jean-Paul II, la Vierge Marie est un symbole par excellence. D'ailleurs, c'est très parlant que quand on lui évoque la question de la femme d'aujourd'hui, en fait, le féminisme, etc., il dit oui, je comprends très bien les femmes parce que j'ai connu ma mère, et puis j'ai une dévotion particulière pour la mère des dieux. Alors je pense que c'est ça qui cadre toute sa pensée sur les femmes. Signe de cette dévotion à la Vierge, Jean-Paul II a tenu à déposer la balle qui a troué sa peau dans la couronne de la Vierge à Fatima. Et il est particulièrement attaché à la Vierge noire, symbole de résistance pour les Polonais. Aussi depuis 3 ans déjà. Ici, Louis Lemieux, à Halifax. Parlons maintenant de la pêche semi-hauturière, mais au crabe cette fois.
Les gens de cette industrie rejettent le plan de pêche présenté cette semaine par le gouvernement fédéral. Un porte-parole représentant 600 pêcheurs touchés par le plan a déploré le nouveau partage des quotas imposés par Ottawa. Ces pêcheurs-là perdraient 4 500 tonnes de crabes au profit des pêcheurs côtiers. Dans quelques instants, au point le vrai visage de la violence en Bosnie. Un enfant handicapé par la guerre cherche à reprendre goût à la vie. Et à 10 jours des présidentielles en France, une bataille d'images. Proche-Orient maintenant, il y a eu de la violence dans les territoires occupés par Israël. À Hébron, en Cisjordanie, l'armée israélienne a abattu 3 militants palestiniens membres du Hamas. L'opération était menée conjointement par la police secrète et l'armée. Un communiqué militaire indique que les 3 hommes étaient activement recherchés pour avoir participé à des attentats au cours desquels 6 civils israéliens ont été tués et 12 autres blessés. Pâques est la plus importante célébration du calendrier liturgique chrétien. La résurrection du Christ donne vraiment tout son sens au message évangélique. Et à Rome, le pape Jean-Paul II a donné sa bénédiction Urbi et Orbi en 57 langues. Bonne fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Le pape a demandé au peuple qui souffre de la guerre à engager le dialogue. Il a aussi rappelé au monde entier les menaces qui pèsent contre la vie, ce qui est le thème central de sa dernière encyclique, Evangelium Vitae. Le pape a dit qu'il invitait les hommes à travailler avec constance et avec courage pour qu'en notre temps traversé par trop de signes de mort, s'instaure enfin une nouvelle culture de vie. Visiter Jérusalem, c'est non seulement entrer dans l'histoire, mais aussi la vivre. Mais pour certaines personnes, tout ceci devient peut-être un peu trop sérieux. On parle alors du syndrome de Jérusalem. La télévision suisse romande s'est rendue sur les lieux saints pour tenter d'expliquer en quoi consiste ce mal étrange. On les dit frappés du syndrome de Jérusalem. À Pâques, ils tiennent le haut du pavé dans la vieille ville. Tout y est, la couronne d'épines et la barbe, sans oublier le maquillage couleur hémoglobine. En montrant combien Jésus a souffert, nous touchons le cœur des hommes. Et beaucoup de ceux qui nous voient se tournent alors vers le Seigneur Christ. 2000 ans après l'authentique Jésus, ce Christ de pacotille franchit à son tour les 14 stations de la Via Dolorosa. Mais la frontière entre le folklore et la révélation est parfois mince. Sœur Anne-Marie accueille souvent des victimes du syndrome de Jérusalem. Le dernier avait 39 ans et venait pour mourir au Golgotha. Le Seigneur lui avait dit, lui a dicté, oui, qu'il fallait qu'il vienne là et qu'il ne partirait plus d'ici. Alors c'est un petit peu délicat, parce que nous avons vu un psychologue qui l'a un peu orienté, peut-être différemment de ce que le Seigneur lui avait ordonné, vous voyez. Il existe un service psychiatrique réservé aux victimes de ce syndrome. Environ 200 patients y passent chaque année. Après traitement médical, ils sont en général rapidement renvoyés dans leur pays d'origine. Nous imaginons que ces personnes ont intériorisé d'une façon extrêmement personnelle les lieux saints de Jérusalem. Et que lorsqu'elles arrivent ici, elles éprouvent un énorme choc, le choc de la réalité. Du côté juif, on n'est pas en reste. Celui-ci possède la même chevelure rousse et la même harpe que le roi David. Et au pied du mur des lamentations, vous avez de grandes chances de rencontrer le futur Messie. J'étais Monsieur Tout-le-Monde. Et puis quelqu'un m'a parlé dans mon sommeil. Il m'a dit que j'étais le Messie. On ne m'avait pas prévenu pourtant. Alors ça n'a pas été facile. J'ai traversé des épreuves, j'ai divorcé et puis je suis arrivée ici. Et l'on se demande parfois si les touristes ne photographient pas tout autant les vieilles pierres de la ville sainte que ces personnages très spéciaux que l'on ne rencontre qu'à Jérusalem. Pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui c'est un jour de fête et puis de retrouvailles en famille. Mais pour plusieurs de nos aînés, Pâques est un jour comme les autres, peuplé de solitude. Mais ce midi, les petits frères des pauvres ont réussi à mettre du soleil dans la grisaille de bien des vieux cœurs. Jacques Rivard nous en parle. Par ici. Une scène courante à Montréal ce week-end. Plus d'une centaine de bénévoles escortant des aînés à des repas au restaurant. « 250 personnes plus âgées consortent en fin de semaine de leur isolement, souvent causé par une baisse des facultés comme l'ouïe, la vue. On
moins 85% des gens de qui on s'occupe ne sont plus capables de sortir tout seuls. C'est un facteur d'isolement qui est assez important, ça aussi. Isolement aussi pour beaucoup de ces aînés parce qu'ils n'ont plus personne dans leur vie. Je suis seule. Vous n'avez pas de frère? Non. De sœur non plus? J'en ai, moi. C'est comme si j'en avais pas. Ah oui? Donc, c'est un peu votre famille ici? Ah oui, c'est ma famille. Cet esprit d'entraide généré par les petits frères des pauvres, c'est ce qui manque le plus dans le monde d'aujourd'hui, constate l'aîné des aînés, Stanislas Lamoureux, 98 ans. C'est l'argent qui domine tout. Autrefois, il n'y avait pas d'argent. Puis là, il faut la nous autres, vraiment, on a crevé. De son côté, à 97 ans, Léontine Philippon, qui a quitté la France il y a 43 ans pour s'établir ici, remarque que les Canadiens sont devenus depuis beaucoup plus sociables. Dans le temps, ils étaient plus renfermés, ils étaient plus chacun chez soi, puis non, maintenant, ils sont plus sociables. A souligné dans la salle aujourd'hui Roméo Morin, qui, à 87 ans, a déjà son projet de vacances pour l'été, le vélo. J'ai l'intention d'entreprendre cette année, avec la même bicyclette de 65 ans, un deuxième tour de la Gaspésie en 50 ans d'intervalle. Enfin, personnage important dans cette cause, les bénévoles, ils admettent recevoir aussi beaucoup des aînés. Ça me permet d'apprécier plus la vie, ça me permet de comprendre. J'ai compris beaucoup de choses avec eux autres que je ne comprenais pas. Là. Jacques Rivard, à Montréal. Bonne chance, M. Morin, pour le tour de Gaspésie. Près des côtes de Floride, maintenant, les gardes-côtes américains ont arraisonné un navire sur lequel s'entassaient 115 réfugiés haïtiens dans un compartiment secret. C'est le plus important groupe de réfugiés de la mer haïtien qui a tenté de gagner les côtes américaines depuis le retour au pouvoir en Haïti du président Jean-Bertrand Aristide en octobre dernier. On va parler de quelqu'un de